Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver pour le lancement d'un programme audiovisuel en ligne régulier de l'Institut Georges Pompidou. Pour ce premier rendez-vous consacré aux télécommunications, nous avons le plaisir d'accueillir un grand témoin, Bernard Ezambert, président de l'Institut Georges Pompidou, et Pascal Griset, professeur à Sorbonne Université et spécialiste de l'histoire de l'innovation. Alors aujourd'hui, l'innovation numérique est au cœur d'une économie mondialisée. Qu'en était-il à l'époque de Georges Pompidou et quelle fut son action dans ce domaine? Monsieur Ezambert, vous qui avez été conseiller industriel de Georges Pompidou, je vous laisse la parole pour évoquer cette époque et ce sujet, ce domaine particulier de l'action de Georges Pompidou. Bien, cette époque, d'un mot, était celle des débuts de la mondialisation. Pourquoi? Parce que le commerce mondial, le commerce international, les échanges entre les pays, pour l'essentiel entre les pays développés, avaient commencé à croître à un rythme vertigineux par rapport à ce qu'on avait connu dans le passé, c'est-à-dire un taux de croissance de l'ordre de 8, 9, 10, voire 12% par an. Alors qu'auparavant, ce taux était de l'ordre de 2 à 3% au moment de la reconstruction de tous les pays après la Seconde Guerre mondiale. Et ceci avait entraîné le fait, par exemple, que de nombreux cadres commençaient à apparaître dans les vols dits d'affaires pour aller vendre leurs idées, vendre leurs produits. C'est-à-dire que tout ce remue-ménage entre le monde des entreprises, au sein du monde des entreprises, avait commencé et se manifestait d'ailleurs déjà, notamment par l'activité des firmes multinationales américaines. Et puis, il se manifestait aussi dans un autre domaine qui était celui de l'innovation, puisque les taux d'innovation des principaux pays mondiaux croissaient, approchaient ou même dépassaient, dans certains cas, 3% de la richesse de ces pays. Et il y avait une forme de compétition de l'innovation, de la recherche-développement, au travers de cet accroissement. Alors le secteur des télécoms, pourquoi l'a-t-on choisi pour cette première de l'Institut Georges Pompidou? Bien parce que justement, il commençait à conjuguer les fruits d'une innovation qui était celle d'un centre, le CNET, situé au sein de la Direction générale des télécommunications, le Centre national d'études des télécommunications. Et puis, il conjuguait aussi, bien sûr, une croissance industrielle qui provenait d'un nécessaire rattrapage d'une époque qui posait problème en matière de téléphone. Alors, juste une anecdote sur la recherche-développement, c'est l'époque où, enfin, à une ou deux années près, où est apparu en France, en provenance de ce centre d'études, le CNET, le visiophone, enfin une forme de visiophone, c'est-à-dire de téléphone associé à l'image. Et plusieurs ingénieurs, le directeur et plusieurs ingénieurs du CNET sont venus me montrer leur réalisation dans ce domaine et me demander d'expérimenter à l'Élysée cette visiophonie. Alors je l'ai proposé à cette visiophonie à un certain nombre de membres de l'Élysée et finalement personne n'en a voulu, signe des temps tout de même. En particulier Michel Joubert qui était le directeur de cabinet du Premier ministre. Alors Michel Joubert, pour une raison alors très particulière, il m'a dit en souriant: Ezambert, je ne veux absolument pas qu'on m'aperçoive sur un écran en train de téléphoner parce que je passe mon temps à grimacer. Voilà, en tout cas, donc le visiophone était en train de naître. On l'a un petit peu répandu dans le grand public et puis il n'a pas eu un énorme succès, pas plus que les chèques photos par exemple. Et voilà, on est passé à d'autres formes d'innovation sur lesquelles on viendra, et notamment à l'apparition du numérique en France en matière de commutation. Alors peut-être un mot sur le contexte de l'époque en matière de téléphone. Alors là je parle du contexte de Georges Pompidou à Matignon. Il se trouve que je suis arrivé dans cette maison en 1967. Et Joubert, directeur de cabinet du Premier ministre, donc m'a convoqué, m'a dit: écoutez, monsieur Ezambert, je crois qu'il serait important que vous jetiez un coup d'œil affûté sur le problème du téléphone en France parce que nous avons dans ce domaine un réel problème. Alors, il n'était pas nécessaire d'investiguer longuement pour savoir qu'effectivement il y avait un énorme problème. Nous avions une densité téléphonique qui était la plus basse de celle de tous les pays développés. Je sais pas, le tiers, le quart de celle des États-Unis, de l'Allemagne,
le 7e de celle de la Suède. Et au taux de rattrapage du téléphone, des investisseurs, grâce aux investissements dans le téléphone, qui étaient ce taux était extraordinairement faible à l'époque, eh bien nous pouvions imaginer rattraper la Suède en 60 ans plus tard. Donc c'est vous dire qu'il y avait un vrai problème du téléphone en France, qui se manifestait notamment par les célèbres blagues de Fernand Reynaud, et notamment celle par laquelle il disait que la moitié de la France attendait le téléphone et l'autre moitié la tonalité. C'était en effet l'un des éléments de son sketch, le 22 à Asnières, c'était relié à cela. En fait, le problème du téléphone, il est double. Il y a le problème de sous-équipement du pays, puis il y a un problème de dépendance de l'industrie par rapport aux brevets américains ou éventuellement suédois. Et donc, le dilemme à cette époque, c'est si l'on veut rééquiper le pays rapidement, eh bien on le fera en achetant des équipements qui seront produits par des filiales des grandes sociétés américaines, des grandes sociétés suédoises. Ericsson était déjà très présente. Et donc la volonté politique de Georges Pompidou de rééquiper le pays, parce qu'on ne pouvait pas rester dans les conditions que vient de décrire Bernard Eisenberg, a croisé l'ambition des ingénieurs des télécommunications, menée notamment par Pierre Marzin, qui était un ingénieur qui dirigeait le CNEP, et qui avait préparé, lentement d'abord au cours des années 50, puis à partir des années 60 de manière beaucoup plus active, un plan français de recherche qui permettrait de mettre en place une industrie indépendante technologiquement des brevets étrangers. Et ce plan va croiser en effet la montée en puissance de la numérisation à partir des années 1960. Jusqu'alors, les télécommunications, c'est analogique. Ce sont des technologies qui sont fondées sur l'électromécanique. Et donc déjà aux États-Unis, il y a des recherches qui ont été menées par la très puissante AT&T sur la manière de transformer, je dirais, lentement, par étapes, ces systèmes électromécaniques en leur greffant des systèmes électroniques pour numériser les systèmes de téléphonie. Et la France, grâce aux recherches du CNET, est très, très au contact de ces éléments. Et donc, à la fin des années 60, quand Bernard Eisenberg arrive en responsabilité, la question est de se dire comment valoriser cette recherche, comment équiper les Français, et donc monter un plan industriel. Et existe effectivement déjà à l'époque, côté français, entreprise française, grâce au CNET, un commutateur électronique qui s'appelle E10 et qui connaîtra un certain succès, qui se développera et qui sera l'un des pairs de tous ces commutateurs qui vont ensuite, dans le domaine des télécoms, transmettre la voix partout dans le monde. Alors le E10, si je puis donner une précision, c'était le choix des ingénieurs français, de Pierre Marzin, va être très, très sensible. On parle en ce moment du risque en matière de recherche. On peut se lancer dans une recherche et échouer. Et une administration publique comme les PTT ne pouvait pas se permettre de dire on va lancer un projet très innovant et puis finalement on ne sera pas capable d'équiper le pays. Donc il lance deux projets. L'un qui va être un projet, je dirais, mixte, équilibré, qui copie un peu ce que font les Américains. On va greffer de l'électronique sur de l'électromécanique. Et puis il y a un autre projet que vient d'évoquer Bernard Eisenberg, le projet Platon, qui est développé à partir de la fin des années 60 et qui va vraiment émerger au début des années 1970, qui lui est 100% électronique. Donc Pierre Marzin avait mis deux fers au feu, et en effet, puisque le projet Platon finalement va réussir, que la France sera en mesure, pour la première fois dans le monde, de mettre en place un système électronique 100% numérique, 100% électronique, eh bien ça va donner le central E10 qui sera industrialisé par Alcatel. Mais le mot numérique n'existe pas à l'époque, et donc on appellera ce central un central temporel. Temporel, oui, c'est le terme. Il y a le par spatial rapport à l'analogique qui devient l'ancien système. Exactement. Alors la situation, donc, moi j'arrive en septembre 67 à Matignon, Michel Joubert, le directeur de cabinet du Premier ministre, me convoque et me dit « Eisenberg, j'ai du travail pour vous, jetez un coup d'œil sur ce qui se passe en matière de téléphone et faites au Premier ministre très rapidement des propositions ».
Alors, il y avait 2 groupes de travail à l'époque sur ce thème, un groupe qui s'intitulait PTT Finance, l'autre PTT Industrie. Et puis il y avait ce fameux ce retard incroyable qui résultait d'ailleurs d'une mauvaise analyse du plan. Le 4e plan avait qualifié le téléphone de gadget, le 5e plan d'équipement, mais pas d'équipement prioritaire. Et donc tout ceci avait débouché sur cette pénurie de téléphones en France qu'il s'agissait de résoudre, qu'il s'agissait de supprimer. Et Jaubert m'a demandé de lui faire des propositions. Et je lui ai dit, écoutez, le taux de croissance des investissements dans le téléphone tous les ans est de l'ordre de 1 à 2%, qui résulte d'une demande timide du ministre des PTT de 4 à 5% et d'une réponse du ministre des Finances, ceci étant la cuisine budgétaire, relevant de la cuisine budgétaire classique, habituelle. Et donc tout ceci débouchait sur un taux de l'ordre de 2%, de croissance de 2% par an, et c'est ce 2% par an sur des décennies par rapport aux 10-20% dans tous les pays voisins qui avaient entraîné notre retard. Et donc j'ai suggéré à Michel Jaubert, au Premier ministre, de tenir un comité budgétaire exceptionnel à la fin 67 pour passer de ce 2% à 15-20%, de façon à commencer à rattraper le retard. Et le Premier ministre a totalement approuvé cette proposition. Et j'ai été voir le nouveau ministre des PTT qui s'appelait Guéna, en lui disant, voilà, le Premier ministre est disposé à vous accorder un taux de croissance de l'ordre de 20%, si vous le lui demandez, et de réarbitrer en votre faveur les investissements dans le téléphone. Alors il a fini par, bien sûr, demander ce réarbitrage, qui a eu lieu en présence de Michel Debré, ministre de l'économie et des finances. Et le Premier ministre a donc proposé un taux de croissance de 20%, non seulement pour la première année, mais sur 3 ans, avec une demande d'abaissement du prix des matériels de télécommunication, ce qui m'a d'ailleurs valu de me faire qualifier d'exterminateur du monde des télécoms. Je ne sais plus quelle était la formule d'un des dirigeants d'un des groupes industriels, parce qu'on avait exigé, bien sûr, en contrepartie de ce taux de croissance important, très important, spectaculaire, une baisse des prix, pour pouvoir aller encore plus loin en matière d'investissement physique. Donc tout ceci s'est traduit par un arbitrage en faveur d'un tel démarrage en vraie grandeur du téléphone en France. Et Michel Debré, ministre de l'économie et des finances, a essuyé une larme à l'occasion de cet arbitrage, parce qu'il était partagé entre son rôle d'arbitre budgétaire qui consistait à fermer les vannes, à tenir les vannes du budget, et sa compréhension de la situation. Et voilà. Donc j'ai pu observer cette trace de l'arbitrage sur sa joue. Alors, les investissements ont pris leur élan, et puis Georges Pompidou a arbitré 2 ou 3 fois à nouveau, notamment lorsqu'il est arrivé à l'Élysée en faveur d'une telle croissance qui à l'époque paraissait extraordinaire, je veux dire, mais qui avait été celle de des pays voisins auparavant. Il a arbitré de nouveau en faveur d'un accroissement de cet effort de production de matériel de téléphone. Et finalement, pour financer cet accroissement, eh bien, il a fallu trouver des outils financiers nouveaux. On a créé ces sociétés de financement du téléphone. Il s'en est créé 2 dans un premier temps, puis 2 autres un peu plus tard, au total 4 sociétés dont je vous dirai les noms, et qui ont permis de financer cet accroissement boulimique de la construction de matériel téléphonique. Alors, c'est ce qui veut dire d'ailleurs en clair que l'État n'a participé lui-même en rien directement à ce financement, puisque c'est le cash flow du téléphone, d'ailleurs souvent amputé du cash flow négatif de la Poste, puisque les deux étaient reliés par un secrétariat général dont le rôle était de transférer les excès de résultats du téléphone vers les insuffisances de la Poste, dont on n'osait pas augmenter le prix du timbre. Et donc l'État ne finançait absolument pas ces investissements dans le téléphone, et il ne les a jamais financés, puisque ce sont ces sociétés de financement qui ont pris le relais du cash flow des télécoms pour permettre cet accroissement spectaculaire qui s'est poursuivi jusqu'à la disparition
de Georges Pompidou. C'est important cet élément, parce que l'innovation, elle n'est pas uniquement technique, elle est également financière, elle est organisationnelle. L'autre ambition des ingénieurs des télécommunications, c'est d'échapper à la tutelle des postiers, qu'ils appelaient les vendeurs de timbres, en effet. Alors, là, je le coupe parce que j'ai aussi une anecdote sur ce thème. Il se trouve qu'il y avait donc un secrétaire général dont le seul rôle était de faire passer les excédents de recettes des télécoms vers le déficit de la Poste et de faire imprimer quelques timbres d'exception chaque année qu'on donnait à ses amis ou à un certain nombre de gens proches du pouvoir. Voilà les deux seuls rôles du secrétaire général. Alors, j'ai considéré que pour que le cash flow du téléphone ne soit plus amputé par les pertes de la Poste, de supprimer le poste de secrétaire général. Et il se trouve que celui qui occupait le poste à l'époque partait à la retraite à ce moment-là. J'ai verrouillé dans mon bureau le décret qui nommait son successeur, et ce décret n'est jamais sorti de mon bureau. Alors c'était bien sûr un geste un peu, comment dire, insolite, dans le cadre de la déontologie administrative de l'État, bien sûr. Et le secrétaire général du gouvernement est venu me voir un jour et il m'a dit « Hessenberg, à quoi jouez-vous? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On m'a dit que vous avez bloqué le renouvellement du poste du secrétaire général des PTT. » Alors, je dis « Oui, monsieur le secrétaire général, c'est tout à fait exact. » Il me dit « Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend, monsieur le secrétaire général ?» Alors, je lui dis « Écoutez, allez voir le président de la République et posez-lui la question, il vous répondra mieux que moi. » Et le secrétaire général a été posé la question à Georges Pompidou, qui m'avait donné instruction de bloquer le texte en question, et le secrétaire général a donc eu sa réponse. Il y a un autre texte qu'on a bloqué aussi. Tous les fournisseurs de fabricants de matériel de télécom étaient dans une entente entre eux. Il y avait ITT, les filiales d'ITT, il y avait la CGE, il y avait une coopérative AOIP, et encore un ou deux autres groupes. Ils étaient tous dans une entente. Ils se traduisaient par deux textes que l'administration avait, à ma grande surprise, approuvés, alors que une entente a priori était condamnable, bien entendu. Et donc j'ai là aussi les textes de renouvellement de l'accord public sur ces ententes, sur les deux entités créées par les producteurs de matériel, a été bloqué dans mon bureau, et d'où il n'est jamais ressorti, ce qui a supprimé l'entente en question et créé de la concurrence entre les fournisseurs de matériel de télécommunications. Ce que vous dites est important parce que ça montre bien les rapports entre l'État et les industriels, avec beaucoup de méfiance de la part de l'État et avec deux grands groupes français, Thomson CSF d'un côté et puis la Compagnie Générale d'Électricité de l'autre. Ces deux groupes représentaient beaucoup d'enjeux sur le plan stratégique, électronique, télécommunications, informatique. On parlera peut-être un peu plus tard du plan calcul et de ces éléments-là. Et l'État a toujours voulu conserver, je dirais, un rapport de force, notamment le ministère des Finances, en sa faveur pour contrôler les prix et pour ne pas faire de ces industriels des interlocuteurs trop indépendants. Et dans le plan de développement du téléphone, il a fallu choisir. Et ce qui a été fait sous les différents mandats de Georges Pompidou, ça a été plutôt, en raison des options technologiques prises par le CNED, de prendre les options défendues par la Compagnie Générale d'Électricité, qui était présidée à l'époque par Ambroise Roux. Georges Pébreau y jouait un rôle extrêmement important. Et Thomson CSF a vu tout cela d'un œil peu favorable. Donc, dans un premier temps, il y a un vrai choix technologique, un vrai choix industriel qui sera remis en cause plus tard, de manière à répartir la manne du rattrapage téléphonique de manière entre guillemets égale entre la Compagnie Générale d'Électricité et Thomson, et ça n'a pas été du tout un bon choix. Donc, on peut caractériser aussi l'époque de la fin des années 60 jusqu'en 1974 comme une période de vrais choix fondés sur la technique, de manière à faire émerger une entreprise française qui ensuite serait capable d'exporter. Parce que là, c'était un plan aussi, dirais-je, à double détente. Faire monter une entreprise française puissante sur des technologies françaises, elle s'appellera Alcatel, pour qu'ensuite elle ait un avantage compétitif fondé sur son avance technologique et qu'elle puisse exporter. Car nous sommes dans une époque où se profile ce que l'on appellera plus tard la déréglementation dans le domaine des télécommunications et où ce domaine va devenir concurrentiel à l'échelle internationale. Alors ça apparaîtra
plus tard, ce sera dans les années 1980, mais déjà des éléments laissaient penser qu'il fallait préparer l'industrie française à cette compétition. Et on voit bien là la volonté globale de Georges Pompidou en matière industrielle. Dès qu'il est Premier ministre, il veut faire apparaître ce qu'on appellera, alors parfois de nos jours avec une sorte de petite ironie que je ne trouve pas très adaptée, les champions nationaux. Hein, il fallait faire monter cela parce que les entreprises françaises étaient trop dispersées, trop faibles. Mais pas n'importe quel champion. Des champions qui seraient, à l'image des multinationales américaines, des exportateurs de produits français. Absolument. Parce qu'ils comptaient sur ces champions français, ces multinationales françaises, pour propager une image de la France à l'étranger, moderne, une image moderne d'un pays entreprenant, produisant des produits industriels de qualité, faisant une recherche-développement lui permettant d'inventer de nouveaux produits ou de les améliorer. Donc il voulait que cette image industrielle de la France serve la cause de l'image de la France plus généralement. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Notre taux de recherche-développement a fini par dépasser les 3%. Les propos que Georges Pompidou, les discours de Georges Pompidou qu'il tenait très souvent sur l'industrie à l'occasion d'une visite dans une grande école, dans une université, ou très souvent sur des sujets les plus variés, car il essayait de tirer prétexte de sa présence dans des lieux qu'il souhaitait motiver. La répétition de ses propos sur l'industrie a fini par non seulement convaincre les chefs d'entreprise qu'ils étaient un petit peu les dépositaires du tonus et de la santé de la France dans le monde, mais que le rôle allait même encore plus loin et sur le long terme permettait de forger une image de la France qui était celle que Georges Pompidou souhaitait accréditer, l'image d'un pays prospère, sachant vivre, mais sachant imaginer, sachant se projeter, vivant dans la modernité. C'était un petit peu ce que Georges Pompidou avait dans l'esprit. Et d'ailleurs, à la fin de son mandat, en fin 74, début 74, moi je voyais, bien sûr, c'était ma fonction, d'innombrables chefs d'entreprise et cadres d'entreprise, directeurs de recherche dans des groupes. Et tous ces gens, ou en tout cas beaucoup de ces gens, se sentaient investis d'une partie de la mission que Georges Pompidou avait confiée à l'industrie française, c'est-à-dire qu'il considérait que le fait d'investir plus rapidement qu'il ne l'aurait fait spontanément, de faire davantage de recherche-développement qu'il ne l'aurait fait spontanément, s'implanter à l'étranger pour consolider les exportations d'un groupe davantage qu'il ne l'aurait fait spontanément, tout cela faisait partie de leur rôle et que ce faisant, ils faisaient progresser l'image de la France dans le monde. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la croissance macroéconomique de la France à l'époque a été de l'ordre de 6% par an. 5,5-6% suivant les années, avec une avance d'1 point par rapport à l'Allemagne sur plusieurs années, et de 2 ou 3 points par rapport à la Grande-Bretagne. Et quand vous regardez la façon dont cette croissance s'est bâtie, s'est construite, vous trouvez une inconnue qui est de l'ordre d'1,5 à 1% suivant les années. C'est-à-dire que sur 1,5 à 1%, les macroéconomistes sont incapables d'expliquer la raison pour laquelle il y a eu ce surcroît de croissance. Et moi, je l'attribue au fait que Georges Pompidou a su justement mobiliser les cadres de ces entreprises, les responsables de ces entreprises, et leur faire jouer le rôle qu'il attendait d'eux. Alors cet élément, en effet, est crucial. Mais il faut aussi le relier au fait que Georges Pompidou avait toujours un extrême réalisme dans sa démarche par rapport à l'industrie. C'est-à-dire qu'il n'était pas question pour lui de créer tout d'abord des industries de prestige qui ne seraient pas rentables, et d'autre part de créer une France qui serait repliée sur son précaré. Ce qui est très, très, très net dans la politique industrielle de Georges Pompidou, surtout lorsqu'il devient président de la République, c'est qu'il a une vision européenne et une vision mondiale de ces problèmes. Et ça, on le retrouve dans le domaine de l'informatique, qui est l'autre grand élément du numérique, puisque à la fin des années 60, à la suite de l'affaire Bull, on voit Bull qui est racheté par une grande entreprise américaine, le général de Gaulle est furieux, on crée le plan calcul
pour relancer l'informatique française, mais alors sur un marché que l'on ne peut pas protéger comme le marché du téléphone. Donc ça va être beaucoup plus compliqué. Le plan calcul va se développer lorsque Georges Pompidou est Premier ministre, mais lorsque Georges Pompidou devient président de la République, il va réexaminer ce plan et il va accepter que le plan calcul, donc, qui soutient assez massivement l'industrie française, la C2I, hein, l'entreprise qui avait été créée, l'IRIA, l'institut de recherche qui avait été créé, dit très bien, nous continuons à soutenir à partir du moment où le deuxième plan calcul sera un plan qui débouchera sur l'Europe. Et donc c'est ainsi que se crée Unidata, qui sera un projet d'une grande entreprise européenne d'informatique. On pouvait parler à une époque d'Airbus de l'informatique. On reprend le terme Airbus parfois un peu trop facilement. C'était une alliance entre Siemens du côté allemand, Philips du côté hollandais et la C2I du côté français. Ce projet connaîtra des difficultés et il sera arrêté en 1975 par Valéry Giscard d'Estaing pour des raisons diverses et variées. Mais je crois qu'il est important de souligner cette vision très internationale et très ouverte de Georges Pompidou dans ses projets. Et le résultat final de cette politique en matière d'informatique qui aurait été d'encourager tous les jeunes cadres démarrant dans l'industrie, en tout cas une partie d'entre eux, à aller vers cette informatique naissante et de créer, alors non pas du hardware, des sociétés de hardware, de matériel, mais d'aller du côté du software, c'est-à-dire de créer des sociétés de software, et d'où l'éclosion dans le début des années 70 d'une foultitude d'entreprises qui ont donné à la France un rôle privilégié dans le domaine du software informatique. En Europe et même dans le monde. C'est d'autant plus vrai que la commutation temporelle, le téléphone numérisé, était un grand consommateur, un grand demandeur de logiciels. Hein, un Central E10, c'était déjà des programmes extrêmement longs, alors courts par rapport à ce que nous connaissons maintenant, mais extrêmement importants. Donc on voit bien l'aspect global du numérique. Les années 60, les années Pompidou d'une certaine manière, c'est cette bascule de l'industrie française d'un monde analogique, avec ces systèmes déjà anciens, qui fonctionnaient, mais à un monde qui va vers le numérique. Et donc, nous vivons dans une révolution numérique, mais elle trouve ses racines très, très concrètes dès cette époque. Et d'un autre basculement, c'est l'époque d'un autre basculement qui est celui du départ vers le grand large. C'est-à-dire qu'on quitte même d'une certaine façon l'Europe. L'Europe était notre marché protégé. Donc on l'a défriché abondamment, bien sûr, à cette époque. Mais on a commencé à sortir des frontières de l'Europe et à nous multinationaliser comme les Américains l'ont fait, mais peut-être d'ailleurs, je dirais, mais ce sera un autre débat, plus intelligemment, encore une fois, pour faire en sorte que la France conserve l'image qu'elle tenait du général de Gaulle, que Georges Pompidou ne pouvait pas prolonger sur ce plan-là. Il n'était pas le général de Gaulle, et bien il a souhaité que cette image se perpétue grâce à la croissance économique et industrielle de la France. Bon, je vous remercie pour ce débat tout à fait passionnant, pendant lequel on a pu aborder un point important, une colonne vertébrale de la croissance économique et de la puissance française, qui est l'innovation. Hein, aujourd'hui, mais à l'époque déjà, bien entendu, Georges Pompidou l'avait compris. Donc nous aurons l'occasion, très probablement, je pense, de creuser un petit peu cet aspect sur d'autres volets de cette innovation technologique, d'autres inventions, d'autres programmes, et son articulation toujours avec les financements, la politique industrielle plus générale et la politique de puissance, au fond, de la France dans le monde, avant. Et bien sûr, Georges Pompidou se situait à un moment stratégique, c'était la fin d'une période de croissance économique, le choc pétrolier. Et donc, effectivement, pour évaluer cette évolution sur les années 70, il y a des paramètres de contexte qu'il est important de prendre en considération. Donc, nous aurons très bientôt l'occasion de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de l'Institut Georges Pompidou.